Merci de nous rejoindre sur Radio Madi à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs. Voici le sommaire de l'anticipation dans l'action Nouvelle Vision du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le chef du département était face aux acteurs du secteur privé hier pour partager avec eux les mesures à court, moyen et long terme de son département. Lancement à Bamako de la brigade citoyenne. Il s'agit de sensibiliser et de former les jeunes du Mali en matière d'assainissement et de reboisement. Il sera également question de plusieurs autres actes citoyens. Mohamed Sangaré vient de nous rejoindre dans le studio. Il nous dira de quoi s'agit-il concrètement. Invité de ce 13h dimanche, Tangara Nema Guindo est le secrétaire général du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Elle nous fera le point des états généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Une rencontre de 3 jours qui vient donc de s'achever dans la capitale malienne. Quelles sont les recommandations issues des travaux? Elle nous en dira plus. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? La page sport est dominée par le football, notamment les compétitions interclubs de la CAF. Le Stade Malien de Bamako joue aujourd'hui contre Watanga FC du Libéria à Morovia. C'est dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Dans l'autre compétition, l'AS Real a été tenu en échec ce samedi 0-0 par Coton Sport du Cameroun au compte du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. L'actu des sports dans une vingtaine de minutes à ne pas manquer avec Famourou Djourté. Puis le cholestérol, c'est le sujet de Focus Santé ce dimanche. Une réalisation de Barakissa Ouattara. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Le ministre de l'Industrie et du Commerce face aux acteurs du secteur privé pour partager avec eux la nouvelle vision de son département. Il préconise notamment un changement de méthode qui met l'accent sur l'anticipation dans l'action, des mesures à court, moyen et long terme qui seront prises pour des résultats concrets. La rencontre a mobilisé des acteurs industriels, agro-industriels, des commerçants ou encore des prestataires de services. On en sait davantage avec Batraouri. La vision du ministre de l'Industrie et du Commerce déclinée en plan de travail pour des résultats meilleurs. Ces nouvelles orientations sont partagées avec les organisations du secteur privé. Le ministre Moussa Alassane Diallo opte pour la carte de l'anticipation en préconisant une rupture des méthodes. Des mesures à court, moyen et long terme constituent l'ossature de cette nouvelle recette. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette vision repose sur 3 éléments clés. Le premier élément clé, c'est assurer à court terme la stabilité de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Une fois qu'on aura stabilisé le marché, le deuxième axe de notre vision, c'est de dire qu'aujourd'hui, le Mali doit assurer la relecture de sa politique industrielle de façon à assurer la promotion des petites et moyennes industries qui seront de nature à assurer la transformation de la production nationale. Et le troisième axe, c'est de dire aujourd'hui comment assurer la mutation du secteur commercial vers le secteur industriel. Aujourd'hui, on a beaucoup de commerçants qui ont une grande surface financière d'heure et comment les assister, les accompagner de façon à ce que, en renforçant leur dispositif commercial, les amener aussi à s'investir dans le secteur industriel. La démarche est saluée par les acteurs du secteur privé qui disent fonder un réel espoir sous le nouveau ministre. Ces acteurs, qu'ils soient industriels, agro-industriels, commerçants ou prestataires de services, ils ont tour à tour évoqué les difficultés du secteur. Moussa Dek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali. Nous avons bien sûr apprécié cette vision, une vision qui tourne essentiellement autour de l'industrialisation du pays. Et nous apprécions et nous le remercions de nous avoir honorés, d'être venu vers nous pour nous parler de sa vision et nous allons l'accompagner dans la réalisation de cette vision. Sanoussi Bouyassila,
président de l'APECAM. Si nous réussissons à atteindre 50% de ce qui a été dit, on relance de manière permanente l'économie malienne. Et c'est vraiment le cri de cœur qui a toujours été de l'APECAM, de mettre en valeur nos produits agricoles, de nous aider à ce que les producteurs agricoles deviennent des entrepreneurs agricoles. Lors des débats, l'accent a été mis sur la lutte contre la corruption et la concurrence déloyale, de même que le respect de la réglementation et des normes du secteur. Lancement ce matin à Bamako de la brigade citoyenne, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Il s'agit de sensibiliser, de former les jeunes du Mali en matière d'assainissement, de reboisement ou encore d'autres actes citoyens. Ces jeunes, à leur tour, serviront de relais auprès de leurs pairs dans leurs quartiers respectifs pour un Bamako plus propre. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors que peut-on retenir ou quel est l'objectif de cette initiative? D'abord, une capitale plus propre, plus sécurisée et plus solidaire. Tel est l'objectif principal recherché par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la protection citoyenne à l'occasion de cette cérémonie d'implantation des brigades de jeunes volontaires pour l'assainissement, le reboisement et bien d'autres actes citoyens. Ils sont plus de 500 jeunes aujourd'hui venus de toutes les communes du district de Bamako sur la place du cinquantenaire. Ils ont été formés aux gestes simples en matière d'assainissement et de reboisement. Premier acte citoyen a été d'abord l'assainissement de la place du cinquantenaire. Ensuite, le ministre Fomba et sa collègue de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont procédé symboliquement à la plantation de quelques pieds d'arbres au rond-point de l'ENSUP. Ainsi, dernier acte citoyen a été le ratissage et l'assainissement du boulevard de l'Indépendance. Ibrahim, par ces actes, il s'agit pour les jeunes présents à ces lancements, à cette cérémonie, à leur tour de sensibiliser leurs pairs, ensuite leur famille et leur entourage immédiat à changer plutôt leurs pratiques de gestion de déchets. Pour rappel, cette initiative lancée par le ministre s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les problèmes d'insalubrité dont Bamako souffre aujourd'hui. Merci beaucoup Mohamed Sangari qui vient juste de nous rejoindre. Ici donc dans le studio, on en vient à l'invité de ce 13h dimanche, États généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Le terme retenu est mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens établis à l'extérieur à la refondation de l'État? Il s'est agi notamment de poser le diagnostic des enjeux migratoires et de présenter des initiatives concrètes pour promouvoir davantage le rôle de la diaspora dans le processus de développement national. On en parle avec Mme Tangara Nema Aguindo, secrétaire générale du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Mme Tangara, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, au terme de 3 jours de rencontre, est-ce que vos attentes ont été comblées? Si vous pouvez nous rappeler quelques-unes de vos attentes. Je vous remercie. Je suis très comblée en tant que secrétaire générale du département, mais aussi en tant que présidente de la commission d'organisation. Nous avons eu 45 jours pour préparer cet événement. Si vous vous rappelez, nous avons eu une recomposition du gouvernement. Donc du coup, il fallait aller très vite. Et grâce au leadership de mon ministre Moussa Ag Atayer, nous avons pu vraiment organiser dans le délai notre activité. Et ma joie est que nous avons eu plus de 50 pays représentés à travers notre diaspora. Et en plus de notre diaspora, nous avons eu nos ambassadeurs, nous avons eu les consuls généraux, nous avons eu les conseillers consulaires qui gèrent au quotidien nos compatriotes établis à l'extérieur s'ils sont en difficulté. Et nous avons aussi eu le plaisir d'avoir, pendant ces 3 jours, les gouverneurs des zones de départ
et des zones de transit. Zone de départ, Kay et Sikasso, et zone de transit, Tombouctou, Gao et Kidal. Alors, quelles sont les recommandations issues de vos travaux? Les recommandations issues de nos travaux sont beaucoup et énormes, mais je vous citerai que quelques recommandations. Comme première recommandation, nous avons pris la protection des migrants maliens comme priorité. C'est-à-dire, nos migrants sont partout, ils sont en difficulté. En priorité, il faut vraiment les protéger. Nous avons demandé le renforcement de la coopération entre États en matière de gestion de la migration, la production de données statistiques fiables en vue d'une meilleure planification des politiques et stratégies migratoires, notamment le dénombrement des Maliens établis à l'extérieur. Nous avons demandé le renforcement des actions de lutte contre la migration irrégulière et la traite des personnes et promouvoir le partenariat entre les structures intervenant dans le domaine de la migration. Et nous avons aussi demandé de pérenniser, de reprendre certaines structures comme le CIGEM, le TOCTEN qui gère la diaspora intellectuelle et le co-développement. Surtout vu que certains de nos partenaires nous ont lâchés en plein vol, il faut que l'État prenne la main pour reprendre certaines structures importantes comme le TOCTEN, le CIGEM et le co-développement. Nous avons beaucoup d'autres, en fait. J'imagine que toutes ces recommandations sont issues de différents panels qui étaient également au cœur de ce rendez-vous de Bamako. Que retenir essentiellement des panels organisés au cours de cette rencontre, Mme Tangara? Ce que nous avons retenu, nous avons eu d'abord un panel de haut niveau. Si je dis haut niveau, c'était un panel qui avait comme premier panéliste notre ministre, monsieur le ministre Moussa Ag Atayer. Nous avons eu l'OEM, nous avons eu l'Union européenne, nous avons eu l'ambassadeur du Maroc au Mali. Et ce panel parlait de quoi? Des enjeux de la migration, la gouvernance de la migration, enjeux et perspectives. Et nous avons eu 5 autres panels qui parlaient non seulement nous avons parlé de l'identification des problèmes qui se posent dans le champ migratoire, la vie des Maliens établis à l'extérieur et les opportunités dans le domaine de la migration. Nous avons aussi eu un panel scientifique qui était composé des scientifiques venant du Mali, des scientifiques venant souvent des États-Unis. Le professeur Djola Barayoro nous a fait l'honneur de présider ce panel, des scientifiques venant d'autres pays, en fait, de la sous-région, pour parler de la contribution des intellectuels à la gouvernance migratoire. La migration est devenue un sujet épineux. Qu'est-ce que pensent les scientifiques? Qu'est-ce que les scientifiques peuvent donner comme élément aux gouvernants pour gérer cette migration? Donc nous avons eu vraiment des panels très riches et qui ont donné des recommandations fortes que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Un mot également sur le thème, quelle contribution des Maliens établi à l'extérieur à la refondation de l'État. C'est un thème d'actualité. Qu'est-ce qui a été proposé à ce niveau? Ce qui a été proposé, nous savons que le Malien de l'extérieur, ce qu'il apporte au pays est plusieurs fois supérieur à l'aide publique au développement. Nous sommes à plus de 1000 milliards de francs CFA concernant la contribution de nos compatriotes établis à l'extérieur. Ça, c'est l'argent qu'il envoie. La diaspora intellectuelle fait tellement de choses. Nous avons plus d'une 50aine de thèses qui ont été soutenues grâce à l'apport de nos professeurs qui sont à l'extérieur. Dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, toutes les inventions sont vraiment de nos intellectuels. Donc tout ça peut contribuer vraiment à un Malikois au développement de notre pays, de ce que nous voulons que notre pays soit. Le défi, c'est aussi l'unité, l'entente ou encore la cohésion au sein de la diaspora malienne. Vous en avez parlé? Nous en avons parlé. Et le point final, hier soir, notre ministre a offert un dîner gala à tous les participants venus pour ces états généraux et le cadre de concertation. Le cadre de concertation a été mis en place à l'unanimité de tous les Maliens de l'extérieur, établis à l'extérieur,
présents dans la salle. Bientôt, le gouvernement va prendre un décret pour mettre un cadre de concertation. Le président de ce cadre de concertation va être le président de la transition, président de la République, pour que les divisions, on peut diminuer ces divisions et pour avoir une cohésion. Le ministre, pour son mot de fin hier au dîner, il a demandé à nos compatriotes établis à l'extérieur, en les appelant à l'union, à la cohésion, à se donner la main pour faire un Mali nouveau. Dans cette division, on n'a absolument rien. Ils sont devant les tribunaux. Au lieu d'aller devant les tribunaux, vraiment, vaut mieux se donner la main pour faire un développement. Au sein d'un cadre de concertation. Au sein d'un cadre de concertation. Se parler en famille. Exactement. Alors, un message particulier à passer avant de vous laisser partir, Mme Tangara? Un message particulier à partager. Je salue mon ministre pour son leadership qui a permis que ces états généraux se tiennent dans une date record et que ces états généraux aient un succès. Saluer tous ceux que nous avons invités et qui sont venus répondre à notre invitation. Saluer l'ORTM, le service du passion, de la passion publique, qui a joué son rôle. La passion du service public. Donc, qui a joué son rôle du début à la fin. Ils ont tenu, malgré les difficultés, ils nous ont supportés du début à la fin. Les éléments ont été couverts par les hommes de l'ORTM. Saluer aussi le service de sécurité qui nous a sécurisés du début à la fin. Et saluer le protocole de la République. Même si nous étions difficiles, ils nous ont soutenus et appeler les Maliens de l'extérieur toujours à se donner la main pour faire un Mali nouveau ensemble. Demander aux jeunes de l'intérieur que notre Eldorado n'est pas ailleurs. Notre Eldorado est au Mali et développer ce Mali ensemble. Tangara Nema Guindo, je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et non moins présidente de la commission d'organisation des états généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Rencontre qui vient de s'achever à Bamako. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Actualité hors de nos frontières. Dans une adresse à la nation hier soir prononcée sur la télévision publique nigérienne, le président Abdourahmane Tchani a annoncé la mise en place d'un dialogue national inclusif dans un délai de 30 jours et annonce une transition qui ne saurait aller au-delà de 3 ans. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quelle est la quintessence du discours du chef de l'État nigérien? L'homme fort de Niamey, dans son adresse, convoque un dialogue national inclusif, conviant toutes les forces vives de la nation. Le gouvernement est déjà instruit pour le mettre en place dans un délai de 30 jours. Objectif, formuler des propositions en vue de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle. La transition ne saurait aller au-delà de 3 ans, a-t-il assuré. En présentant sa feuille de route, le général Tchani cherche donc à tout prix à tourner la page Mohamed Bazoum. C'est pourquoi il se dit en même temps prêt au dialogue. Il peut donc faire des concessions. En retour, il pourrait libérer le président renversé qui vit selon ses proches dans une maison sans électricité. Ce discours, selon les observateurs, a pour but de galvaniser ses partisans et les indécis. L'officier a de nouveau dénoncé des sanctions d'une ampleur sans précédent, illégales et inhumaines de l'organisation ouest-africaine qui vise à nous priver de ressources financières indispensables et à entraver notre vie quotidienne. Alors le général Tchani met aussi en garde contre toute intervention militaire. La CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en collaboration avec une armée étrangère, a poursuivi le général Tchani sans citer de pays. Ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre, mais si une agression devait être entreprise, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient, a-t-il prévenu. Les forces de défense nigériennes ne se déroberont pas, soutenues par le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, a-t-il dit. Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir, a-t-il également promis Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko, pour toutes ces explications. En Somalie, le président Hassan Sheikh Mohamoud veut éradiquer les Chebab en 5 mois. L'information est donnée au cours d'une session de discussion jeudi dernier. Cette éradication semble difficile selon
un analyste politique spécialiste des questions de sécurité dans la région qui fait des constats. Il s'agit de Samira Gaïd, n'est-ce pas, Lassina Keita? Oui, Ibrahima Traoré, comme vous l'avez dit, l'ambition affichée du président somalien est l'élimination totale des islamistes Chebab du pays. Hassan Sheikh Mohamed l'a affirmé lors d'une session de discussion. Cette offensive qui doit débuter dans les prochains jours est la deuxième phase d'une opération lancée par le président Hassan qui avait déclaré en septembre 2022 une guerre totale à l'encontre des Chebab et avait lancé une offensive militaire appuyée par l'ATMIS, la mission de l'Union africaine en Somalie et le soutien de plusieurs milices clanique. Cette deuxième phase annoncée par le chef de l'État somalien fait réagir Samira Gaïd, analyste spécialiste des questions de sécurité dans la région qui voit difficile une élimination totale. Car si la première phase de l'offensive a permis d'apporter quelques succès, dont la libération d'un certain nombre de villes, des régions qui avaient été occupées par les Chebab, estime l'analyste, les défis maintenant pour le gouvernement somalien va être d'étendre cette offensive tout en maintenant ses gains. Selon Samira Gaïd, lancer de nouvelles opérations militaires nécessite de déployer plus de soldats dans d'autres localités, mais les villes libérées précédemment doivent être conservées et défendues. Il faut rappeler que les troupes de la mission de l'Union africaine en Somalie ont commencé à se retirer de la Somalie et les Chebab continuent de mener des attentats sanglants. La dernière attaque d'une base tenue par des soldats ougandais de l'ATMIS fait état de 54 soldats tués. Merci beaucoup, Lassina Keita. Et voyons le reste de l'actualité internationale en plus bref. C'est avec vous, Bourama Traoré, qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Et commençons par le Tchad où le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, est dans la région aurifère de Tibesti qui a été le théâtre d'une brève incursion rebelle et de combat avec l'armée la semaine dernière. C'est pour galvaniser la troupe et renforcer les dispositifs militaires selon le porte-parole de la présidence tchadienne, Brahma Mahamat. Ce déplacement du chef de l'État fait suite, vous l'avez dit, à une attaque du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République la veille de la célébration de l'indépendance du pays. Elle aurait fait des morts, des prisonniers selon les rebelles, mais le gouvernement n'a fourni aucun bilan de cette attaque. En l'absence du chef de l'État, le dispositif sécuritaire a été renforcé à N'Djamena, la capitale. Au Gabon, la campagne électorale est rentrée ce samedi dans sa dernière semaine. Tous les candidats multiplient les opérations de charme auprès des populations. Albert Ondo Assa, investi la veille comme candidat unique de l'opposition radicale, a été adoubé par une partie de la société civile lors des meetings à Bourama. Oui, ils sont venus de tous les coins de Libreville pour écouter celui, dit-on ici, qui incarne l'espoir de l'alternance au sommet de l'État. Le consortium de la société civile pour la transparence électorale Conted, qui a organisé la rencontre, a appelé tous les partisans du changement à voter pour Albert Ondo Ossa. Particulièrement heureux d'avoir été choisi par ses collègues de la coalition Alternance 2023, Albert Ondo Ossa s'est offert un bain de foule avant de s'exprimer en ces termes, je cite, « Je suis qu'un représentant, celui des affamés, des opprimés, des retraités, des handicapés, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont maltraités pour qu'enfin, tous ensemble, nous redressons notre pays. » Fin de citation. Je rappelle que les Gabonais sont appelés aux urnes le 26 août prochain pour un double scrutin présidentiel et législatif. En Tunisie, une possible sortie de crise du pain. Le ministère du Commerce a décidé hier de réapprovisionner en farine et en semoule les boulangeries dites modernes en arrêt de travail depuis 15 jours. Ces boulangeries modernes qui produisent habituellement la baguette subventionnée et des pains spéciaux avaient stoppé leur production après un mouvement de grève. Ce mouvement est consécutif à la décision du président Kais Saïd de l'inciter les boulangeries à ne produire que la baguette subventionnée. Cette décision prise pour lutter contre la spéculation et le détournement de la farine avait conduit à un bras de fer entre le gouvernement et ses boulangeries. Le ministère du Commerce a donc décidé de fournir en farine et semoule ces boulangeries modernes qui n'étaient plus approvisionnées depuis 2 semaines. Les quotas de farine subventionnés ont été rédigés vers les boulangeries dites traditionnelles qui ne produisent que le pain subventionné. Terminons par le Pakistan, où l'on déplore au moins 11 morts dans une attaque à la bombe hier dans le nord-ouest du pays. Cette attaque à la bombe a visé un bus transportant des ouvriers dans le nord-ouest du Pakistan à la frontière avec l'Afghanistan. Elle a fait au moins 11 morts selon les autorités locales. Ces ouvriers qui construisaient un nouveau poste militaire pour l'armée pakistanaise ont été tués par une bombe artisanale fixée à leur véhicule. Merci beaucoup, Brahma Traoré, pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Place au sport dans quelques instants.
Le journal des sports, c'est une affaire de Famurou Djourté bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, du football, compétitions africaines de clubs. Le stade malien de Bamako joue cet après-midi au Libéria contre Watanga FC. C'est au compte du match aller du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Oui, les Blancs de Bamako partent avec les faveurs des pronostics face à Watanga FC qui découvre cette compétition pour la première fois de son histoire, mais la prudence est de mise du côté de Sotiba. Écoutons Franck Tessé, Sekou Sek et Ousmane Bakayogo, respectivement capitaine, entraîneur et président délégué du stade malien de Bamako. Ça travaille bien avec le nouveau coach, ça va déjà, il y a l'ambiance, tout le monde est motivé et on est concentré et on est prêt pour ce match. Le début des compétitions africaines, très souvent ça trouve qu'aucune équipe n'a commencé son championnat. Je pense qu'on va aller au même pied d'égalité que l'adversaire. Dieu merci, toutes les conditions sont réunies. On a travaillé là-dessus et on s'est préparé par conséquent. Franck Tchessi, capitaine, Sekou Sek, entraîneur et Ousmane Bakayogo, président délégué du stade malien de Bamako. Coup d'envoi de la rencontre Watanga FC, stade malien de Bamako, 16h GMT au stade Samuel Kanyondo à Morovia. L'AS Real de Bamako a été accroché 0-0 par Coton Sport du Cameroun. C'est au match aller du premier tour préliminaire, cette fois-ci de la Ligue des champions de la CAF. Oui, pas de vainqueur entre l'AS Real et Coton Sport de Garoua alors qu'elles s'affrontaient ce samedi à l'occasion de la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0-0. Après la rencontre, les deux techniciens se sont exprimés au micro de notre reporter Seragatou Sissé. Écoutons respectivement Ousmane Christophe Bonaventure, l'entraîneur de Coton Sport du Cameroun, et Noum Diané, entraîneur de l'AS Real de Bamako. On était venu faire un résultat positif. Nous n'avons pas pu gagner le match. Nous avons fait un match nul. Je pense qu'on ne peut pas cracher dessus. La plus mauvaise chose, c'était de perdre le match. Nous ne l'avons pas perdu. C'est vrai, il y a eu beaucoup de regrets. Vous avez vu le match, il y a eu beaucoup de regrets, beaucoup d'occasions manquées. Mais nous ne sommes qu'au début de l'aventure. Et nous nous contentons de ce match nul en espérant apporter des corrections pour le match retour. L'équipe a été changée à peu près à 90% aujourd'hui. Voilà, pour mettre une équipe en place, souvent ça prend du temps. Ça fait 2 ans, normalement c'est 3 ans pour mettre une équipe en place. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des joueurs, des joueurs qui ont le talent, qui n'ont pas trop duré ensemble. Donc ça fait qu'à un moment donné, par rapport à certains paramètres, la finition, la cohésion à l'intérieur de l'équipe, il y a toujours des détails qui vont faire que c'est souvent compliqué. Ils ont fait le match qu'il fallait faire parce que l'équipe camerounaise n'était pas au-dessus du Real, réellement, ils ont tout donné, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais il y a toujours des détails qui font que souvent c'est compliqué. Je pense que cette année, ça fait partie du projet du Real. Voilà, score final 0-0 entre l'AS Real et Coton Sport du Cameroun. Les Scorpions se déplacent le week-end prochain au Cameroun pour la manche retour. D'autres affiches étaient également au programme ce samedi. Oui, la première journée s'est poursuivie ce samedi avec 5 affiches. Les Sud-Africains d'Orlando Pirates se sont imposés à l'extérieur 0-1 face aux Comoriens de Jabal FC. Ils prennent ainsi une option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des champions de la CAF. On parlait tout de suite de l'affiche AS Real de Bamako Coton Sport qui s'est soldée par un score nul et vierge, ce qui promet un match retour de feu en terre camerounaise et une rencontre certainement plus ouverte. La seule victoire à domicile dans les matchs programmés ce samedi est signée African Stars. Le club namibien a dominé 2-1 Power Dynamo de Zambie. APR FC de Rwanda et Gadika de Somalie se sont quittés dos à dos. Score final 1 but partout. Un autre match nul enregistré, c'est entre les Sierra Leone de Bo Rangers et les Libériens du l'ISCR. 1 but partout. Enfin, la rencontre entre CS Bendie de Gabon et Boumarou Mourou de Burundi a été reportée. La phase allée du premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions s'est ouverte vendredi avec les victoires des KMKM de Tanzanie sur Saint George SC d'Éthiopie sur le score de 2-1. L'étoile sportive du Sahel a aussi battu le CS Constantine 2-1. Les matchs de la première journée de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta se poursuivent à Koulikoro. Oui, ce matin, l'équipe de Caille s'est inclinée 1-0 devant celle de Sikasso. Dans l'après-midi, à 16h, Bamako joue contre Kidal. Ce samedi à 8h, Mopti et Gao ont fait match nul, 1 but partout. À 16h, le CNT a battu Tombouctou par 1-0. En ouverture vendredi, la présidence a pris le maire sur Koulikoro par le score minimum 1-0. La première journée des matchs de groupe prend fin demain lundi avec la rencontre au gouvernement Ségou à 16h. Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. L'Espagne
est sacrée championne du monde. Score final 1-0. L'Espagne et l'Angleterre se sont affrontés en finale de la Coupe du monde féminine 2023 pour remporter le premier trophée mondial de leur histoire. On a eu une première mi-temps comme prévu. Les Espagnols ont choisi un jeu basé sur les transmissions courtes et rapides, tandis que les Anglaises ont opté plutôt pour un jeu direct et possèdent une force de frappe redoutable. À la 29e minute de jeu, l'Espagne a trouvé la faille grâce à sa latérale gauche, Olga Carmona. Après l'ouverture du score, les Espagnols avaient le contrôle du match dans le reste de la première période. Au retour des vestiaires, les Anglaises ont essayé de créer une pression. Cependant, les Espagnols ne l'ont pas permis en ayant le ballon. À la 65e minute, après intervention du VAR, un pénalty a été accordé à l'Espagne. La gardienne anglaise Marie Herf a arrêté le pénalty de Jenny Hermoso. Après le pénalty raté de l'Espagne, l'Angleterre n'a pas réussi à faire une forte pressing dans la surface espagnole. La Roja a bien contrôlé le rythme de jeu et n'a pas permis aux Anglais de marquer. Résultat final 1-0. L'Espagne remporte ainsi son premier trophée de Coupe du Monde féminine dans sa première finale mondiale. La dernière championne d'Europe, l'Angleterre, a aussi disputé sa première finale de Coupe du Monde féminine. Alors, le tableau est comme suit. Espagne championne, Angleterre deuxième, Suède troisième. Balle au panier pour terminer, Famrou Djourté, les Aigles basketteurs du Mali ne seront pas à Paris en 2024 pour les Olympiques. Ils ont été battus ce samedi 87-70 par le Cameroun en demi-finale du tournoi qualificatif Zone Afrique. Oui, le seul ticket pour la qualification au dernier tour se disputera entre le Sénégal et le Cameroun cet après-midi à 16h GMT. En demi-finale, ce samedi, le Cameroun a battu le Mali 87-70 et le Sénégal a dominé la Guinée 100-60. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Passons à la santé. Focus Santé. Le cholestérol, sujet de Focus Santé ce dimanche. Attention, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, et l'excès de mauvais cholestérol peut être dangereux et représente un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Alors, quelle est la différence entre le bon et le mauvais cholestérol? Est-ce qu'un régime alimentaire suffit à rétablir les choses? Réponse avec Baraki Sawatara dans ce numéro de Focus Santé. On l'a très souvent pointé du doigt et rendu responsable de nombreux maux. Pourtant, le cholestérol a un rôle essentiel à jouer au sein de notre organisme. D'ailleurs, son origine est endogène, c'est-à-dire qu'une grande partie est produite par notre organisme, principalement par le foie. Dr Amadou Kone, endocrinologue nutritionniste à l'hôpital du Mali. Le cholestérol est indispensable pour la formation des hormones sexuelles. La testostérone est fabriquée à partir du cholestérol au sein de l'organisme. Il y a la progestérone et l'estrogène également qui est fabriquée à partir du cholestérol pour les ovaires. Il faut savoir aussi que le cholestérol est important dans la formation de certaines cellules chez le fœtus. Mais dit-on, l'excès de toute chose est nuisible et le cholestérol ne fait pas exception. Le cholestérol qui est dit le mauvais cholestérol, qui est le LDL cholestérol, qu'on appelle le low density cholestérol, qui est le cholestérol de faible densité, se transporteur à travers les lipoprotéines arrive au niveau de la paroi des vaisseaux. Il est déposé et il n'est pas ramené au niveau du foie. Donc c'est lui qui constitue le danger pour les artères et qui va les boucher, d'où la conséquence des complications cardiovasculaires. Les diabétiques, les hypertendus courent le risque de voir leur taux de cholestérol s'élever. Les personnes en surpoids, les femmes ménopausées ainsi que les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires doivent se faire dépister avant qu'il n'y ait d'autres maladies associées. Le cholestérol en elle seule ne constitue pas les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est lorsqu'il est accompagné d'autres maladies telles qu'on a dit le diabète, les antécédents de maladies cardiovasculaires, l'hypothyroïdie ou l'insuffisance rénale ou l'hypertension artérielle ou l'obésité. Donc ces facteurs associés au taux de cholestérol impliquent qu'il faut apporter un traitement. La prise en charge dépend donc de la personne et des facteurs de risque cardiovasculaires. Dr Amadou Kone, endocrinologue nutritionniste à l'hôpital du Mali. D'abord, pour les gens qui n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire et qui ont le taux de LDL cholestérol uniquement élevé, ils n'ont pas besoin de traitement médical. Le régime plus l'exercice physique pourra les ramener à la normale. Mais une fois que ce taux est élevé et que vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, l'objectif diffère selon
que vous soyez un patient à très haut risque cardiovasculaire, à haut risque cardiovasculaire ou à risque cardiovasculaire très faible. Puisque c'est le bon cholestérol qui régule le mauvais, il est important de s'assurer que tous les deux soient présents, mais dans les normes recommandées. Focus Santé. C'était une réalisation de Barakissa Ouattara. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale et à la rédaction en chef Bourama Traoré, que vous allez retrouver tout à l'heure dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. À la mise en ligne, Sékou Traoré, à la mise en onde, Alimata Ouattara, Alimata Ouattara qui assure la mise en onde de ce journal. Et grand merci également à Lassine Keita qui est à la réalisation. Prochain rendez-vous sur nos antennes, 19h30 pour la grande édition du soir. Passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.